Oxydation par les sels des métaux. Lorsqu'on met le fructose dans un milieu à chaud et alcalin, il va devenir glucose. Donc, regardez ici. J'ai un aldose avec sa fonction aldéhydique, ou bien aussi son épimère sur le C2, qui est le mannose. Dans un milieu à chaud et alcalin, le cétose peut se transformer en aldose. Et c'est ce que j'ai en réalité dans mon tube. Lorsque je mets le fructose dans un milieu à chaud et alcalin, ce fructose-là va se transformer en glucose, en passant par la forme indiol. Donc, c'est comme si qu'il y a eu un échange entre la fonction aldéhydique et la fonction cétonique. Donc, la fonction cétonique va devenir un alcool secondaire, et le C1 va devenir une fonction aldéhydique dans le fructose. Donc, il y a eu un échange. Et cet échange-là se fait pas d'un coup. Il se fait par le passage par la forme indiol. C'est l'intermédiaire indiol. Donc, si moi j'ai un précipité rouge brique avec le fructose, c'est que dans mon tube, je n'ai pas le fructose lui-même, mais j'ai la forme indiol, c'est-à-dire le passage du fructose en glucose. C'est pour ça qu'il y a réaction avec le fructose. Alors je répète, l'oxydation par les sels des métaux, la réaction à la liqueur de Feeling. Elle se fait grâce à la fonction aldéhydique qui, en présence de Cu2+, de la liqueur de Feeling, la couleur vire de bleu vers le rouge brique. On obtient un précipité rouge brique. Seulement cette réaction se fait sur la fonction aldéhydique. Or, même sur le fructose, elle a lieu pourtant. Il possède une fonction cétonique. Tout simplement, les cétoses en milieu alcalin et à chaud, ils se transforment en aldose. Et ce passage-là se fait obligatoirement par le passage par la forme indiol. Donc c'est la forme qui nous permet de faire passer le fructose en glucose et le glucose en fructose. Donc, si j'ai obtenu un précipité rouge brique avec le fructose, qui est au départ une fonction cétonique, c'est parce que j'ai la forme indiol qui va me donner le glucose. C'est pour ça qu'il y a eu une réaction. Donc, que nous permet de faire cette oxydation? Quel est l'intérêt d'utiliser la liqueur de Feeling? Son intérêt tout simplement de mettre en évidence la présence d'un sucre réducteur. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si le C anomérique, si la fonction plutôt aldéhydique est libre, elle pourra réagir avec la liqueur de Feeling et me donner la couleur rouge brique avec le précipité rouge brique, d'accord? Si maintenant la fonction aldéhydique n'est pas libre, dans ce cas-là, j'aurai pas de réaction. Et c'est ce qu'on observe avec le saccharose. Regardez le tube. Il est resté tout bleu, la couleur n'a pas changé, parce qu'il n'y a pas eu réaction avec les Cu2+, de la liqueur de Feeling. C'est pour ça qu'il n'a pas viré en rouge brique. Donc le saccharose n'est pas réducteur, parce qu'il n'a pas réduit les Cu2+, et nous donnait un précipité rouge brique. Par contre, le glucose et le fructose sont réducteurs, parce qu'ils nous ont permis d'obtenir le précipité rouge brique. En conclusion, l'oxydation par les sels des métaux, entre autres la liqueur de Feeling, nous permet de mettre en évidence la présence ou non d'un sucre réducteur. C'est-à-dire, s'il y a une réduction, le C1 des aldoses et le C2 des cétoses sont libres. S'il n'y a pas de réaction, si j'ai pas obtenu un précipité rouge brique, c'est que le carbone, la fonction aldéhydique ou cétonique, n'est pas libre. Parce que le fructose, pour qu'il passe en glucose par la forme indiol, il faut bien sûr que sa fonction cétonique soit libre. Si elles n'est pas libre, il n'y aura pas cette transformation. Voilà. Donc, la liqueur de Feeling me permet de mettre en évidence un sucre réducteur. Si j'ai une réduction, c'est-à-dire un précipité rouge brique, ça veut dire que la fonction aldéhydique est libre. Elle a réagi avec les Cu2+ de la liqueur de Feeling. S'il n'y a pas de précipité rouge brique, c'est que les os n'ont pas de fonction aldéhydique libre. C'est pour ça qu'ils n'ont pas réagi et n'ont pas donné de précipité rouge brique. C'est bon? Donc, écoutez jusque-là. La fonction cétonique et aldéhydique, on avait vu, on l'appelait carbone anomérique. On peut aussi l'appeler carbone imiacétalique, parce que c'est à son niveau-là on obtient un imiacétal. Souvenez-vous, dans les aberrations de la forme linéaire, on obtient un imiacétal, c'est-à-dire fixation d'une seule molécule d'alcool. Donc, je peux l'appeler carbone anomérique, je peux l'appeler carbone imiacétalique, comme je peux l'appeler aussi un carbone réducteur. Quand vous entendez le mot réducteur ou non réducteur, ça veut dire on parle de C anomérique, qu'il soit anomérique ou qu'il soit une fonction aldéhydique ou cétonique. Toujours avec les propriétés chimiques, ces propriétés-là, c'est eux qui vont nous permettre d'identifier les oses. C'est pour ça qu'on est en train de les étudier. Donc, la propriété suivante, c'est la méthylation. Alors, nous avons deux types de méthylation. La méthylation douce et la méthylation forte. La méthylation forte, appelée aussi perméthylation. D'accord? La méthylation douce, on l'a déjà vu. Elle permet la fixation du CH3 uniquement et uniquement sur le carbone anomérique, qu'il soit aldose ou cétose. Ça fonctionne pour les deux. Alors, la méthylation douce permet la fixation du CH3 seulement sur le OH anomérique. C'est un des aldoses ou C2 des cétoses. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Ici, on l'appelle alpha-D-glucopyranose. Quand je fais une méthylation douce, je fixe du CH3.
Donc l'hydrogène est substitué par le CH3. Donc je fixe le C anomérique du glucose. Normalement, j'obtiens du alpha-déméthylglucopyranoside. Attention, le zide veut dire que le C anomérique n'est pas libre. Il est attaché à quelque chose ici. Dans notre cas, il est attaché au CH3. Donc suite à la réaction du méthanol. Donc voici la méthylation douce. Après, qu'est-ce qu'on fait? Quel est l'intérêt de la méthylation douce? Protection du C1. Dans quel cas? On a vu deux cas. Oxydation forte et l'oxydation par l'acide périodique. Donc la méthylation douce est utilisée principalement dans le cas de protection du C anomérique ou bien dans le cas de l'oxydation par l'acide périodique pour ne pas avoir travaillé sur la forme linéaire. Passons maintenant à la méthylation forte, appelée aussi perméthylation. Là, ça va un peu changer. La perméthylation ou méthylation forte, il va y avoir fixation du CH3 sur tous les OH libres. Donc c'est la différence. Fixation du CH3 sur tous les OH libres. Bien sûr, les agents, ils vont différer ici. Donc là, pour la méthylation douce, j'ai utilisé du méthanol. Pour la méthylation forte, donc on utilise de l'iodure du méthyle, ou bien le diméthylsulfate. Alors donc, je reviens à ma molécule. La méthylation forte est la fixation du CH3 sur tout OH libre. Voici mon glucopyranose toujours. Alors, je le méthyle en milieu alcalin. Regardez. Fixation du CH3 sur tous les OH libres. D'accord? Donc, dans la nomenclature, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre 1, 2, 3, 4, 6. Penta. Donc, j'ai 5, c'est-à-dire penta. Pentaméthyl déglucopyranoside. Bon, là, j'ai donné une autre nomenclature différente de ce qui est écrit sur la diapo. Donc, je positionne uniquement les carbones qui ont été méthylés. Quels sont les carbones qui ont été méthylés ici? C'est le carbone numéro 1, 2, 3, 4 et 6. Dans la nomenclature, qu'est-ce que vous allez faire? Une fois que vous avez méthylé votre glucose, vous allez juste mettre les carbones qui ont été méthylés. Ici, quels sont les carbones qui ont été méthylés? Nous avons le carbone numéro 1, n'est-ce pas? 2, 3, 4 et 6. Ce sont les carbones qui ont été méthylés. Dans le nom, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre 1, 2, 3, 4, 6. C'est penta. Penta, ça veut dire 5. Pentaméthyl alpha-déglucopyranoside. Toujours quand j'entends le mot zide, ça veut dire que le carbone anomérique n'est pas libre. D'accord? Donc, quel est l'intérêt de cette méthylation forte? La méthylation douce, on a vu, elle permet de protéger, de fixer la forme cyclique. Que permet la méthylation forte? Eh bien, tout simplement, la méthylation forte est comme l'oxydation par l'acide périodique, mais différente. Elle permet de savoir le type de cycle, pyrane ou furane. Ou bien aussi, comme pour l'acide périodique, elle nous permet de connaître la liaison oxydique. Donc, je répète, la perméthylation ou la méthylation forte nous permet d'identifier donc le type de cycle que j'ai. Est-ce que j'ai un cycle pyrane? Est-ce que j'ai un cycle furane? Et aussi la liaison oxydique. Ça, on le verra après. Alors, prenons cet exemple. Analysons cette molécule. Alors, regardez, les carbones qui ont été méthylés, c'est lesquels? C'est les carbones 1, 2, 3, 4 et 6, n'est-ce pas? Les carbones qui ont été méthylés, c'est les carbones libres, qui n'ont rien fixé. Alors tout de suite, qu'est-ce qu'on fait en général? La méthylation forte est toujours suivie d'une hydrolyse acide diluée, pas forte. Notez-le. Que permet de faire cette hydrolyse acide? L'hydrolyse acide va permettre d'enlever le CH3 qui est situé ou fixé sur uniquement le carbone numéro 1 et uniquement le carbone anomérique, que ce soit le aldose ou cétose. Je parle des deux. Si je représente ici le glucose, ça s'applique aussi pour le cétose, d'accord? Une fois qu'on a méthylé notre molécule, en général, cette méthylation est suivie par une hydrolyse acide faible. Elle va juste enlever le CH3 du C anomérique, c'est tout. Elle ne touchera pas au CH3 des autres carbones. Pourquoi? Tout simplement parce que la liaison du C anomérique avec X molécules est une liaison faible. D'ailleurs, c'est pour ça que le cycle s'ouvre et se ferme. C'est une bonne preuve que c'est une liaison faible. Si c'était une liaison forte, on n'aurait pas eu ouverture et fermeture du cycle. Et on n'aura pas eu le phénomène de mutarotation. Contrairement aux autres carbones ou autres OH, les C2, 3, 4, etc. c'est des liaisons édères. Ce sont des liaisons fortes. Ce ne sont pas des liaisons faibles, comme le C anomérique des aldoses et cétoses. Et c'est pour ça qu'on fait une hydrolyse acide. Le CH3 du C anomérique saute. Elle est enlevée, suite donc à l'action de cette acidité. Donc je reprends. Une fois que j'ai méthylé mon glucose et une fois que j'ai fait une hydrolyse acide, je vais analyser les carbones qui ont été méthylés, qui sont 2, 3, 4 et 6. Quels sont les carbones manquants qui n'ont pas été méthylés? Très bien, les carbones numéro 1 et 5. C'est les carbones manquants. Donc ça prouve que mon cycle est sous forme pyrane, parce que le OH du C5 n'a pas été méthylé, et c'est une liaison forte.
Ne me dites pas peut-être que c'est par l'action de l'acidité. Non, si le carbone numéro 5 n'apparaît pas ici, c'est parce qu'il est engagé dans le pont oxydique. Pourquoi le C1? Seul le C1, le méthyle de C1 saute. Pourquoi? Pourquoi c'est seulement le carbone numéro 1? Parce que la liaison est une liaison faible. Ce n'est pas une liaison forte. Si c'était une liaison forte, on aurait eu retrouvé le méthyle sur le carbone numéro 1. Donc la méthylation forte permet de mettre en évidence le cycle pyrane au furane. Qu'est-ce qu'on fait? Première étape, on méthyle la molécule. Fixation du méthyle sur tous les OH libres. Après, on fait une hydrolyse acide. L'hydrolyse acide va me permettre d'enlever le CH3 du C1. De C1 numérique, c'est tout. Après, on analyse. Si je trouve que les carbones sont les 2, 3, 4 et 6, c'est un cycle pyrane. Allez, faisons avec le cycle furane. Pour le cycle furane, je vais avoir un méthyle sur le 1, 2, 3, 5 et 6. Voilà. Si je fais un cycle furane, je vais avoir après méthylation des C méthylés sur le 1, 2, 3, 5 et 6. Franchement là, je n'ai même pas besoin de faire une hydrolyse acide. Parce que quel est le carbone absent ici? C'est le C4. Donc le cycle est entre le C1 et le C4. C'est un cycle furane. D'accord? Donc ensuite, on fait une hydrolyse acide. Le méthyle de C1 saute. Il me reste les C2, 3, 5, 6. Quel est le carbone manquant ici? C'est le carbone 1 et le carbone 4. Donc, c'est un cycle furane. C'est bon? Alors je récapitule. La méthylation forte, elle aussi me permet d'analyser ou identifier un cycle pyrane ou furane par analyse des carbones manquants qui n'ont pas été méthylés. Si parmi les carbones qui n'ont pas été méthylés, il y a le C5, c'est un cycle pyrane. Si parmi les carbones qui n'ont pas été méthylés, C4, c'est un cycle furane. C'est tout. J'analyse juste les carbones absents. Alors, diapo suivante. Propriétés chimiques, formation d'ester. Alors, les os, quand ils sont traités par un acide, ils nous donnent l'ester de l'acide qui a réagi. D'accord? Os plus acide, j'obtiens l'ester de l'acide qui a réagi. Par exemple, si j'utilise avec du glycopyranose de l'acide phosphorique, j'obtiens un ester d'acide phosphorique. Là, par exemple, l'acide phosphorique réagit avec l'alcool primaire du glucose, j'obtiens du phosphate accroché sur le C6. Donc, j'obtiens du glucose 6-phosphopyranose. Si j'utilise de l'acide sulfurique, j'obtiens un ester sulfate. Là, n'oubliez pas, c'est exprès que j'ai donné cette structure-là. Ne l'oubliez pas. Donc, j'ai du sulfate accroché sur le C6 ou le C2. On va revoir ces structures sulfatées. Ce glucose sulfaté, on va le revoir. Donc, ces esters d'acide, on les retrouve essentiellement dans le métabolisme cellulaire. Là, surtout le glucose 6-phosphate. C'est le principal intermédiaire de la glycolyse. Là, le glucose sulfaté, il entre dans la structure des glucoses aminoglycanes. Donc, j'ai du sulfate sur la fonction alcool C6 primaire. Ou bien aussi, je peux avoir aussi du sulfate sur le carbone numéro 2 du glucose. D'accord? Donc ça, c'est la formation d'ester. On arrive aux méthodes de dosage des oses. Donc là, ça va nous faire un peu le récapitulatif de tout ce qu'on avait vu. Donc, on avait étudié toutes ces propriétés-là. Pourquoi? Dans quel but? Pour pouvoir les identifier. Donc nous, on peut identifier les os grâce à leur méthode physique. Quand je dis méthode physique, quelle est cette méthode? C'est la méthode du pouvoir rotatoire. Chaque os a sa propre valeur de pouvoir rotatoire spécifique. Par exemple, le glucose 52. Je peux identifier ces os-là grâce à leur valeur de pouvoir rotatoire spécifique. Donc, première méthode. Pour la deuxième méthode, c'est grâce aux méthodes chimiques. On a vu la réduction, les oxydations, les méthylations. Donc, toutes ces méthodes-là nous permettent d'identifier les oses. Et grâce aux méthodes enzymatiques aussi. On a vu la méthode à la glucose oxydase. Elle nous permet aussi d'identifier les oses de façon enzymatique. La méthode suivante, c'est la méthode chromatographique. Elle nous permet aussi d'identifier les oses en utilisant des standards connus. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple là, j'ai du glucose, du fructose et du saccharose que je veux préparer. Donc le saccharose, lui, il est formé de glucose et fructose. Donc c'est le point de départ de tous ces oses-là. Alors au départ, je mets du glucose, ensuite du fructose et ensuite du saccharose. Et là en dernier point, je mets du saccharose plus HCl plus ébullition. Quel est l'intérêt de faire tout ça? C'est de permettre de couper donc le saccharose, la molécule que j'ai utilisée. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir migration. Chacun va se migrer en fonction de son rapport frontal. Le glucose va migrer ici, le fructose ici, et le saccharose inconnu, il est là. Enfin, pas inconnu, il est connu, mais le saccharose que j'ai libéré, que j'ai hydrolysé.
Alors je trouve que le saccharose est formé de deux oses, et que l'un des oses c'est le fructose, parce qu'il arrive au même niveau que le fructose. Et l'autre ose c'est le glucose, parce qu'il arrive à ce niveau-là. Ici le saccharose est resté en bloc parce qu'il n'a pas été dissocié, donc il va bien sûr rester intact. Là, c'est le saccharose intact. Donc voici la méthode chromatographique. La méthode chromatographique nous permet d'identifier les os constituant certaines molécules, en utilisant des os connus standards, et on va comparer notre échantillon X avec les standards connus, en fonction de leur mobilité. S'il arrive au point de l'os connu, on va dire ça c'est le glucose, ça c'est le fructose, etc. Donc voici grosso modo les méthodes de dosage des os. Et ces méthodes-là, vous allez les revoir au niveau de vos exos en TD.